BFM Business. Midi, l'heure H. Stéphane Pedrazzi. La feuille de route du gouvernement sera présentée dans quelques heures maintenant. Le discours de politique générale du Premier ministre à l'Assemblée nationale débutera à 15h. Il y sera bien sûr question du plan de relance dont les grandes lignes ont été tracées hier par le président de la République, Emmanuel Macron. On va en parler avec Patrick Bernasconi, président du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en plateau avec nous. Un mot d'abord sur l'ampleur de ce plan de relance, une enveloppe de 100 milliards d'euros qui inclut 35 milliards du plan européen, mais qui n'intègre pas les mesures de chômage partiel. Est-ce que les moyens mobilisés vous semblent à la hauteur des enjeux et des besoins de l'économie ? Ce qui est sûr, c'est qu'il a été mis sur la table beaucoup d'argent. Et cela a permis quand même un vrai soutien à l'économie dans une phase transitoire. Après, il s'agit de construire quelque chose pour l'avenir et de donner un cap. Et en tout cas, c'est tout l'objet en fait de ce plan de relance. C'est comment on peut l'articuler autour d'une nécessité économique. Évidemment, on le voit bien, elle est criante. Évidemment, une crise sociale qui peut arriver, qu'il faut éviter pour pas, au final, déboucher sur une crise démocratique. Donc l'enjeu est extrêmement important d'avoir un plan de relance bien calibré pour tenir compte des différents enjeux. Une crise démocratique, pour vous, le risque va bien au-delà de la relance économique ? Disons que si jamais on ne répond pas à la crise économique, la crise sociale sera évidemment au rendez-vous, avec beaucoup de chômage. Et derrière, cela peut engendrer évidemment beaucoup de mouvements divers et créer aussi une crise démocratique. Il faut l'éviter. Donc c'est d'où l'importance, et je pense qu'ils ont pris la mesure au gouvernement de cette importance, d'un plan de relance bien calibré pour tenir compte des enjeux d'une relance d'activité. Nous, on l'avait dit dans l'un de nos rapports, une relance de l'activité, évidemment, tout en préparant l'avenir, en tenant compte des enjeux aujourd'hui que l'on connaît en termes de fractures territoriales, fractures écologiques, climatiques, d'autres fractures concernant les jeunes aussi, qui est un vrai sujet de préoccupation aujourd'hui. Sur les grandes orientations telles qu'elles ont été présentées hier par Emmanuel Macron, ça reste encore assez flou. Et d'ailleurs, c'est l'un des reproches qu'on a beaucoup entendu ce matin de la part des leaders de l'opposition. Alors, je pense qu'il y a de l'espace évidemment pour le discours du Premier ministre pour cet après-midi. Il y a des points importants que nous, on avait au Conseil économique, social et environnemental bien pointé du doigt. Le sujet des jeunes est un vrai sujet sur lequel nous, on avait beaucoup insisté. Il y a une déscolarisation, il y a aujourd'hui un vrai souci, évidemment, suite à l'épisode Covid, suite à la crise sanitaire. Il faut vraiment venir en aide à tous ces jeunes qui peuvent évidemment être sacrifiés dans cette crise. Et donc, il faut éviter cet écueil et il faut après avoir un certain nombre de mesures, évidemment, qui peuvent aller avec cela. Alors, l'emploi des jeunes, justement, fait partie des priorités, notamment des exonérations de charges jusqu'à 1,6 fois le SMIC. Pour les moins de 25 ans, le MEDEF souhaiterait un geste un peu plus large, c'est-à-dire au-delà de 25 ans et éventuellement au-delà de 1,6 fois le salaire minimum. Ça va néanmoins dans le bon sens ? Cela va dans le bon sens. Il faut sans doute imaginer d'autres... aussi pour les jeunes, d'autres mesures. Par exemple, sur l'apprentissage, il faut, à mon avis, absolument revisiter l'apprentissage et faire en sorte qu'on puisse de nouveau s'appuyer sur quelque chose qui peut être très important pour tous ces jeunes. Tout ce qui peut aller dans le sens de la formation, de l'accompagnement sera aussi le bienvenu. Il y a peut-être un certain nombre de services publics à réorganiser aussi pour leur permettre un meilleur atterrissage dans la vie active. Et puis nous, on était aussi sur la mise en place peut-être d'une mesure de soutien importante avec le revenu minimum garanti dès l'âge de 18 ans. La priorité, donc, l'emploi des jeunes. Que va-t-il se passer pour l'emploi tout court ? Avec la multiplication des plans sociaux, on sait déjà que les prochains mois vont être extrêmement compliqués sur le front de l'emploi. La Banque de France anticipe un taux de chômage à plus de 10% à la fin de l'année et avec un pic à 11,5% l'année prochaine. Oui, c'est le grand risque. On s'en disait quelques mots tout de suite dans le démarrage de cette interview, mais clairement, le grand risque, il est là, c'est-à-dire la crise économique engendrant tout de suite derrière une crise sociale. Et donc, il faut absolument que le plan de relance permette à cette économie de repartir en choisissant les bons caps, là aussi, en ne se trompant pas de cap, mais permettre à cette économie de repartir. Évidemment, on est très dépendant de la crise sanitaire, très dépendant aussi de comment ce fameux virus va évoluer. Est-ce qu'on va encore en subir un certain nombre de conséquences ou pas ? Tout ceci doit aussi... on doit porter aussi une certaine attention dans les mesures, évidemment,
de prévention sanitaire qu'on doit absolument maintenir si l'on veut ne pas retrouver des difficultés dans lesquelles on s'est plongé au printemps dès le printemps de cette année. Ce plan de relance massif de 100 milliards d'euros comprend des volets industriels, écologiques, local, culturel, éducatif. Sur le volet écologique notamment, le président l'a dit hier, développer la filière hydrogène, développer de nouveaux moteurs, la rénovation thermique des bâtiments. Ça, c'est l'aspect positif de la crise, c'est-à-dire accélérer cette transition dont on a longtemps parlé, mais dont, honnêtement, on a quand même eu du mal à accoucher. Il est important de prendre la mesure, évidemment, de la crise climatique, de la crise écologique, dans laquelle, évidemment, on s'enfonce un peu plus mois après mois. Et donc, la relance de l'activité doit tenir compte de ces enjeux-là. Et donc, placer cette relance avec ce sujet de préoccupation nous paraît, nous, au Conseil, une bonne chose. En tout cas, nous, on l'encourage de façon à avoir quelque chose qui, pour le coup, amorce un virage. Alors évidemment, il faut l'amorcer en fonction de ce que chacun peut faire, mais il est important que ce virage puisse être amorcé. Parmi les mesures pour l'environnement, notamment la rénovation des écoles et des EHPAD, d'ailleurs financées par les aides européennes, développement du fret ferroviaire, le retour des trains de nuit, le développement des petites lignes. Un commentaire peut-être ? Alors, je peux vous donner un sentiment personnel. Le fret ferroviaire, c'est un vieux sujet. Beaucoup de gouvernements en ont parlé. Il y a eu auparavant même parfois une ambition très importante de le développer. Ça nécessite quand même une réflexion de fond très importante. Ça nécessite aussi des investissements assez conséquents. Si on veut évidemment choisir cette solution-là. C'est pas une solution uniquement sur des trains de nuit. À mon avis, ça va au-delà des trains de nuit. Si on veut avoir une solution qui soit efficace avec le fret ferroviaire, mais ça me paraît une belle idée qu'à un moment donné, enfin, on puisse développer le fret ferroviaire. Il n'a jamais fait que de diminuer d'année en année. Donc, ça serait un vrai virage, celui-là. La consommation, évidemment, c'est l'une des clés de la reprise. Est-ce qu'à votre avis, il faut des mesures spécifiques pour relancer la consommation, notamment pour inciter les ménages à dépenser leur épargne ? La Banque de France nous dit qu'il y a un réservoir de consommation d'environ 5 points de PIB. C'est considérable. C'est très important. Dans un pays comme la France, où évidemment l'activité autour de la consommation est très importante, il faut avoir des mesures qui soutiennent cette consommation. Mais la consommation va avec la confiance. D'où évidemment l'acceptation de ce plan de relance et qu'on comprenne bien qu'à travers ce plan de relance, non seulement on soutient l'activité, mais aussi évidemment des mesures vis-à-vis de la consommation qui, moi, me paraissent aussi importantes. Mais la confiance, ça ne se décrète pas. Comment est-ce qu'on peut restaurer la confiance ? C'est à travers des actes, à travers leurs décisions et la compréhension de ces décisions. Il faut attendre encore quelques heures avant de savoir un peu plus. Les impôts de production, ça aussi c'est un dossier important. C3S, CVAE, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a déjà indiqué qu'il y aurait un geste dans cette direction. Ça redonnerait évidemment de la compétitivité aux entreprises. Et dans le cas de la C3S, la contribution sociale de solidarité des entreprises, ça supprimerait un impôt que beaucoup d'économistes trouvent aberrant. Il est calculé sur le chiffre d'affaires, ce qui veut dire que les entreprises le paient, qu'elles dégagent ou non des bénéfices. Vous pensez qu'il faudrait le supprimer ? Alors, chaque fois que l'on parle de supprimer un impôt, il faut toujours en mesurer les conséquences et voir par quoi on le remplace. Donc, alors nous, dans la position que l'on a au Conseil économique, social et environnemental, c'est de peut-être revoir cette fiscalité dans son ensemble pour évidemment avoir un niveau de justice sociale peut-être plus important. Mais il faut bien imaginer toutes les conséquences de la suppression d'un impôt. C'est souvent plus compliqué qu'il n'y paraît au premier abord. Cet impôt sert notamment à financer les régions. Et là, c'est le financement, c'est toute la question de la fiscalité locale qui est remise en cause. C'est la question évidemment de la fiscalité locale, de ce qu'il peuvent faire, régions, départements. Il y a aussi besoin sûrement de clarifier les rôles de notre rapport annuel sur l'état de la France que l'on produit chaque année. On parle bien d'une meilleure articulation des différents niveaux entre eux et évidemment avec les fiscalités qui leur permettent évidemment de pouvoir se développer. On a l'impression malgré tout que la question des régions revient sur le devant de la scène alors que clairement c'était pas une priorité du début du mandat d'Emmanuel Macron. On est dans un pays assez jacobin, donc il faut imaginer qu'à un moment donné un peu de confiance soit donnée dans ces différents échelons avec une bonne répartition des compétences. BFM Business, midi, l'heure H. Stéphane Pedrazzi.
Les réformes qui vont être annoncées cet après-midi, la feuille de route du gouvernement présentée par Jean Castex à partir de 15h à l'Assemblée nationale. On va continuer d'en parler avec Patrick Bernasconi, président du Conseil économique, social et environnemental. La question d'une taxation des plus riches, elle a déjà été tranchée par Emmanuel Macron. C'est une question très politique, presque philosophique. Emmanuel Macron n'en a pas l'intention. Il est convaincu du lien entre richesse, investissement et activité économique. Pour autant, est-ce que vous pensez qu'avec ce choix, il va renforcer encore son image de président des riches ? C'est sûr, le gain de ce type d'impôt n'est jamais énorme. Parfois, ça a plus valeur de symbole plus qu'autre chose. Là, on parle de l'ISF. On parle de l'ISF, oui, bien sûr. Tout type d'impôt, il ne faut juste pas oublier que la France est quand même le pays le plus imposé à l'heure actuelle, parmi, je dirais, quasiment tous les pays du monde. Donc c'est un sujet, évidemment, qu'il faut regarder avec beaucoup de précaution. Il y a plus, parfois, besoin de regarder des sujets de solidarité par rapport aux des vulnérabilités. C'est comment on peut répondre à ces sujets-là et comment l'impôt qui est perçu puisse peut-être mieux irriguer ceux qui en ont le plus besoin. Et de ce point de vue-là, il y a peut-être des choses à regarder plutôt que d'aller rechercher peut-être encore une masse d'impôts plus importante. Il y a vraiment peut-être dans la capacité de redistribuer les choses, il y a peut-être davantage de choses à regarder. En tout cas, c'est ce qu'on en a dit, nous, au Conseil économique, social et environnemental, c'est voilà, comment on peut peut-être régler différents curseurs, comment on peut peut-être aller vers plus de justice sociale. Donc comment on retraite cet impôt-là, c'est un vrai sujet, évidemment, pour le gouvernement. François Hollande qui avait créé une tranche d'impôt à 75% pendant 2 ans pour les plus riches, c'était une erreur ? C'était un symbole à un moment donné, oui. Économiquement ? À un moment donné, il est revenu dessus et on voit bien que les choses ont retrouvé une normalité. Quand on tombe dans l'excès, ça peut poser évidemment quelques soucis sur le long terme, tout au moins. Les dividendes, là encore, pas de geste fort, comme le réclame pourtant l'opposition de gauche. Emmanuel Macron réclame une politique de modération pour les dividendes, mais pas d'encadrement forcé. En tant que chef d'entreprise, parce que je suis chef d'entreprise, je pense qu'il doit toujours y avoir une relation entre le versement du dividende et évidemment les politiques salariales. Elles ne peuvent pas être déconnectées. Il est important de pouvoir distribuer des dividendes si on veut avoir des investissements, évidemment, au sein de son entreprise, pour capter des investisseurs, mais il est important aussi d'avoir la paix sociale. Donc il y a toujours une relation à avoir, une réflexion à avoir entre le dividende versé et la politique, évidemment, salariale d'une entreprise. Une question qui a beaucoup été commentée ces derniers jours, c'est la question des réformes. Emmanuel Macron a précisé hier que la France ne pourrait pas faire l'objet d'une réforme, faire l'économie d'une réforme des retraites et donc pas question d'abandonner. En revanche, sur le timing, ça doit être une des priorités. Clairement, il faut se retourner vers les partenaires sociaux. Ils ont un rôle important à jouer dans cette réflexion. Je crois que c'est le choix qui a été fait, et en particulier avec ce nouveau gouvernement, de s'appuyer sur les partenaires sociaux. Peut-être de revoir aussi le sujet dans sa totalité, parce qu'il est remis sur la table, mais pas à l'identique. Donc ça a été dit par le président de la République. Donc il y a une discussion, me semble-t-il, qui est très ouverte. À mon avis, ça passe, c'est mon sentiment, il faut absolument que ça passe par les partenaires sociaux qui ont évidemment un rôle à jouer très important dans les solutions qui doivent permettre de trouver, je dirais, une solution pour l'avenir, mais en même temps qui soit acceptée par tout le monde. Et comprise par tout le monde, parce que le sujet retraite, il y a peu de curseurs à jouer, mais c'est en même temps d'une énorme complexité. Réforme paramétrique, ça fait partie de la feuille de route. Jean Castex l'a déjà annoncé, il veut discuter avec les partenaires sociaux. Le MEDEF, lui, estime que c'est pas la priorité à court terme. C'est un sujet de difficulté pour les partenaires sociaux, quels qu'ils soient. Donc, quels qu'ils soient, que ce soit MEDEF ou organisations syndicales, ont plutôt exprimé une certaine prudence par rapport à ce sujet dans les circonstances actuelles. Je pense qu'il faut les écouter. En même temps, si le gouvernement souhaite avancer, il faudra prendre en compte évidemment ce qu'ils pensent, ce que les uns et les autres pensent sur le sujet. Vous parliez au début de risque social. Oui. Revenir sur cette réforme, rediscuter avec les partenaires sociaux, est-ce qu'il n'y a pas un risque de mettre à nouveau le feu aux poudres dans un contexte où clairement on ne peut pas se permettre une autre crise des Gilets jaunes ? Aujourd'hui, tous les sujets de réforme peuvent être prétexte à des tensions. Donc il faut juste s'assurer de l'acceptation de la réforme. À mon avis, le vrai sujet, il est là. Et pour qu'une réforme soit acceptée, elle doit être comprise. Et malheureusement, sur le sujet des retraites, on vient de l'évoquer, c'est souvent dans la non-compréhension des conséquences pour chacun qu'à un moment donné, on crée évidemment cette insécurité.
il faudrait que chacun puisse individuellement dire voilà, c'est les conséquences que ça a pour moi. Et on voit bien la difficulté de l'exercice puisque c'est pas simple à réaliser, quoi. Emmanuel Macron a clairement dit qu'il allait poursuivre les réformes. La question s'est posée, elle a beaucoup été commentée, je le disais. Néanmoins, est-ce que la crise sanitaire n'a pas changé la donne et imposerait tout de même de revoir ce calendrier de réformes? Avec un taux de chômage à 11,5%, on n'est plus du tout dans le même scénario économique. C'est plus le même scénario. Personne n'avait prévu une crise de cette ampleur. Elle est au niveau mondial. On n'en connaît pas encore toute la profondeur. Aujourd'hui, ils ont pris des mesures d'urgence. Il y a quand même une masse d'argent très significative qui a été mise sur la table. On le voit bien avec la réforme de l'hôpital, où plus de 8 milliards ont été mis sur la table. Globalement, lorsqu'on regarde les sommes mises sur la table pour passer à la crise, elles sont quand même d'importance. Évidemment, on ne peut pas imaginer que ce soit un puissant fond et que derrière, tout ceci puisse perdurer et qu'on fasse fonctionner la machine à billets de cette façon-là sans qu'à un moment donné, c'est des conséquences. Il y a le risque d'un retour de l'inflation très important. Certains l'expriment, donc il faut y faire attention. Et donc, on est en tête quand même de savoir comment on doit moderniser le pays. Ça me paraît un point évidemment important et c'est de leur responsabilité. Après, on en revient toujours au même sujet, c'est comment on peut présenter des réformes qui soient comprises et acceptées par tous. Donc il y a un cap à redéfinir, et c'est peut-être justement dans l'acceptation de ce cap qu'est toute la difficulté. La question de la dette, est-ce que ça vous inquiète? On est en train de creuser les déficits de manière considérable. Vous êtes président du Conseil économique, social et environnemental. Vous avez forcément un avis sur la question. À titre personnel, dès que je crée de la dette, à titre personnel, ça m'inquiète. Donc on peut aller au-delà de ce principe. Bien sûr, au niveau d'une nation, au niveau mondial, la création de ces masses monétaires, faire fonctionner les planches à billets comme on le fait fonctionner, en tout cas, c'est un vrai sujet de vigilance. Il n'y a pas d'argent gratuit, nous ont dit. À un moment donné, il n'y a pas de système qu'on met en place sans qu'il y ait un minimum de conséquences derrière. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer néanmoins de parquer cette dette dans le bilan des banques centrales, par exemple? Oui, mais bon, est-ce que ce système-là ne peut pas connaître des limites à un moment donné? La question mérite d'être posée. Et en même temps, il est important on le voit bien, c'est là où c'est compliqué. C'est-à-dire, il faut pouvoir utiliser ces bases d'argent à bon escient pour pouvoir redonner la confiance et relancer l'économie et puis permettre après peut-être de revenir à la diminution de cette dette. Donc c'est un cercle vertueux à remettre en place sur lequel on doit aller. La question de la pandémie reste toujours le point d'interrogation principal, notamment pour l'économie. Emmanuel Macron souhaite rendre obligatoire le port du masque dans les lieux publics dès le 1er août. Il a évoqué hier un taux de contamination, le fameux R0, au-dessus de 1, ce qui veut dire qu'une personne contaminée, on contamine une autre, plus d'une autre. Vous êtes inquiet d'une possible deuxième vague et de ses conséquences sur l'économie? On sait déjà, le Premier ministre l'a dit, il n'y aura pas de reconfinement total, mais même avec un confinement partiel, c'est très mauvais pour l'économie. C'est un vrai sujet d'inquiétude, parce que des reconfinements ponctuels, ça peut avoir des conséquences localement pour un grand nombre d'entreprises. Si ça a des conséquences pour des entreprises, ça aura des conséquences sur l'emploi, et ainsi de suite. Donc oui, tout ce sujet-là est inquiétant. Je pense que chaque Française et chaque Français prennent bien en considération ce risque, et à un moment donné, suivent les principes de règles sanitaires évidents qu'il faut absolument respecter. Pour l'économie, quel est votre scénario central aujourd'hui? Pour l'économie, je pense que d'abord, c'est plutôt une option de faire confiance d'abord à la capacité de la France à pouvoir passer ce cap, et je pense qu'elle les a, elle a des atouts, la France. On est très bon dans la recherche, on a des atouts dans le monde agricole, on a beaucoup d'atouts. On peut faire confiance à ce pays qui a une capacité souvent à rebondir, même dans la pire des situations. Et donc c'est plutôt une question de confiance, d'optimisme et qu'il faut mettre en place. Et pour ça, on a besoin d'une bonne politique qui soit comprise par le plus grand nombre. Mais je pensais plutôt au profil de la courbe. Alors on a utilisé toutes les lettres de l'alphabet probablement. Dès que vous demandez à un économiste de vous faire une projection à 6 mois ou 8 mois, souvent elle s'avère pas toujours très vraie. Donc j'ai pas de boule de cristal là-dessus. Donc vous préférez rester prudent sur le scénario de reprise? Très prudent. Faisons avec ce que l'on connaît et en fonction de ce qu'on connaît, essayons d'avancer. Ne peut fonctionner que de cette façon-là. Certains secteurs sont néanmoins très inquiets. On en parlera tout à l'heure avec le secteur du commerce, mais beaucoup de commerçants sont très très inquiets des perspectives et certains nous disent qu'en cas de deuxième vague et de reconfinement, ils mettront la clé sous la porte. Ah oui, je pense que déjà la crise va avoir des conséquences très importantes dans un certain nombre de secteurs économiques. Le petit commerce est évidemment un secteur extrêmement touché. Tout ce qui est autour de l'événementiel, des voyages, du tourisme.
pas oublier que ce pays est quand même la première destination au monde en termes de tourisme. Donc, évidemment, tout ceci de nature ne sont pas les bons, je dirais, les bons appuis sur lesquels, pour l'instant, on peut vraiment s'appuyer et pouvoir pourtant que cette crise puisse se traverser et pour eux aussi. J'aimerais qu'on termine avec un sujet qui vous concerne directement, c'est la réforme du Conseil économique, social et environnemental. Dès la rentrée, il en sera question. Expliquez-nous d'abord quel est l'objectif de cette réforme. L'objectif de la réforme du Conseil économique, social et environnemental, clairement, c'est de faire du Conseil économique, social et environnemental le lieu de du lien entre le citoyen et les pouvoirs publics. Faire en sorte que ce soit le lieu du débat public. Et pour ce faire, c'est l'endroit où on pourrait institutionnaliser, en particulier, tout ce qui est participation citoyenne. On l'a déjà bien expérimenté à travers, par exemple, toutes les pétitions qu'on a pu suivre et traiter. On l'a fait aussi dans le cadre, évidemment, de la Convention citoyenne, avec les fameux 150 citoyens qui ont été tirés au sort. Voilà, à un moment donné, il faut institutionnaliser ce genre de processus pour qu'à un moment donné aussi, ça puisse être efficace dans le processus institutionnel. Il faut bien faire fonctionner en fait ce qu'on appelle la démocratie représentative avec l'Assemblée nationale et le Sénat et la démocratie participative. Et il y a un lieu pour ça, c'est le Conseil économique, social et environnemental. L'objet de la réforme, c'est cela, clarifier les rôles de chacun de façon complémentaire et faire du lieu, je dirais, du CESE un lieu de débat pour une meilleure prise en compte de la société civile dans toutes ses dimensions, qu'elle soit organisée ou pas. Et est-ce que cette réforme, elle n'aurait pas dû intervenir plus tôt ? Ce trait d'union entre la population et les instances représentatives aurait été particulièrement utile pendant la crise des Gilets jaunes et aussi utile dans la construction de ce plan de relance. Il y avait, dès le début du mandat du président de la République, dans la réforme constitutionnelle, le projet de la réforme du CESE. Malheureusement, des événements ont fait cette réforme n'a pas pu aboutir. Vous le regrettez ? Que ce ne soit pas intervenu plus tôt ? Bien sûr que je le regrette. Parce que nous, au CESE, on était très demandeurs de cette modernisation. C'est pour ça qu'on a travaillé immédiatement à la mise en place d'une loi organique qui va permettre la modernisation du CESE. On va peut-être pas aller aussi loin en termes de réforme que si on avait le point d'appui d'une réforme constitutionnelle, mais ça va permettre vraiment au CESE d'incarner ce trait d'union entre les citoyens et puis les pouvoirs publics. Merci beaucoup, Patrick Bernasconi. On se reverra pour parler de cette réforme quand elle sera effective. Je rappelle que vous êtes président du CESE, le Conseil économique, social et environnemental.